Les films que je fais, en fait, c'est des films introspectifs où je me raconte, où je raconte mes peines, mes joies, mes espoirs, mes impressions sur mon état. Et voilà, et j'essaie de communiquer avec les gens avec. Je m'appelle Sandra et j'ai 39 ans. J'ai été très malade en 1996. Je m'en suis remise petit à petit, mais difficilement. Aujourd'hui, écartée du monde du travail, je réalise des courts-métrages. J'ai intégré il y a peu de temps un groupe vidéo et nous avons décidé de réaliser tous ensemble un portrait de moi. J'espère qu'il sera réussi. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec mes camarades. Je me raconte donc et ces derniers me poseront quelques questions après chaque grande partie. Vous verrez, ce sont des questions auxquelles je ne m'attendais pas et qui m'ont fait réfléchir. Là d'où je viens, il n'y avait rien, juste des bonbons bleus et des cris. Un long chemin, je me souviens, tout détourné, tout fleuri. Moi, j'ai une belle enfance, sans père, d'accord, mais belle quand même. Ma mère a tout fait pour que nous soyons heureuses, ma sœur et moi. J'étais un cancre à l'école, mais je me rattrapais dans la rue avec mes amis. On pouvait courir les rues en roller ou dessiner sa maison par terre avec de la craie. J'étais une enfant joyeuse, gourmande, voleuse et menteuse, ce qui m'étonne beaucoup aujourd'hui. J'ai toujours gardé un grand complexe d'infériorité vis-à-vis des autres car j'étais mauvaise à l'école et un peu rejetée. Je garde un mauvais souvenir de l'école Maria de Rème et toute ma vie, j'ai couru après la culture pour me réconforter, enfin. Mais à part cela, j'étais heureuse. Je m'amusais beaucoup avec ma sœur. Avec nos poupées, nous avions créé la Roserie sous bois, sorte de village dans notre chambre, et nous avions même créé une langue, le roserie sous bois, sorte d'accent martiniquais très prononcé. Le spectacle nous a toujours intéressés, très tôt déjà. À l'école, on créait des shows, des chorégraphies, des mini-sketchs, avec la poésie que la maîtresse nous obligeait d'apprendre. Enfant sans père, j'étais tout le temps en train d'attendre que l'on me remarque. Dans le square, je chantais, je dansais, en espérant que la dame ou le monsieur me remarque et m'emmène à Broadway. Comme la petite fille aux cheveux courts et roux qui jouait dans Annie. Ma mère depuis toujours est mon pilier dans l'existence. Pour la reprendre, elle est toute ma vie. Elle m'a élevée, nourrie, soignée et donné tout l'amour dont j'avais besoin, malgré l'absence d'un père dépressif et irresponsable. Elle a comblé le vide d'un époux encore mystérieux. Elle a aussi comblé le vide de l'amitié. En effet, avec les années, j'ai perdu tous mes amis un à un. Soit ceux-ci préféraient partir car j'avais choisi le repos de l'âme, pas de travail, soit je les congédiais car ils ne m'appelaient plus. Je sais, j'ai un caractère entier, trop peut-être, mais elle, ma mère, ne s'est jamais découragée. Elle me garde comme je suis, elle m'accepte ainsi. Alors je l'aime d'autant plus qu'elle ne renonce pas. Mais ma grande peur, c'est de la voir partir un jour, inévitablement. Que ferais-je sans elle? Que deviendrais-je? Adieu la compréhension, l'amour, la tendresse, la patience. Si elle part pour moi, tout s'écroule. Alors, inquiète, je lui dis tous les soirs « Bonne nuit » et ensuite « À demain ». Si elle ne répond pas, j'ai très peur de ne pas la retrouver vivante le lendemain. Maman, oh maman. Sandra, dans vos films, on voit beaucoup de photos de votre mère et je voulais savoir si la relation avec elle constituait un fort soutien. Je suis quelqu'un d'un peu, pas solitaire, mais que j'ai pas beaucoup d'amis. Ma mère est très importante pour moi et donc c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup. Elle m'aide beaucoup depuis que je suis adolescente, depuis que je suis petite et voilà. C'est un vrai soutien, c'est sûr. Pour moi, ce serait bien d'aller un peu plus vers les autres, de m'ouvrir aux autres, de trouver des amis, un compagnon, de vivre tout ça. Et je pense que là, ce sera encore plus épanouissant pour moi. Ma sœur compte aussi beaucoup pour moi. C'est mon double, mon alter ego. On est très différentes, mais on a toujours été sur la même longueur d'onde.
C'est quelqu'un de fort, de courageux, de talentueux. Petite, je lui faisais faire mes rédactions et quand le prof les lisait aux autres élèves, je me convainquais que c'était bien moi qui les avais écrites. Je l'admire tellement. Comme ma mère, elle est un phare dans la tempête de ma maladie. Je l'ai toujours trouvée à mes côtés quand ça n'allait pas. Elle m'a toujours aidée. Quand elle est partie faire sa vie en Israël en 2008, j'ai cru que je ne m'en remettrais pas. Ma moitié avait disparu. Je comptais tellement sur elle pour l'avenir. J'avais tellement peur de la vie. Mais il a bien fallu se faire à la situation. Aujourd'hui, elle nous a donné un petit garçon à aimer et à gâter. Raphaël, dit Fifi, nous a apporté tant de joie et d'amour. Je suis émerveillée par ce miracle de Dieu. Après les épreuves, un peu de lumière. Ma sœur, je l'adore car elle a une force de vie incroyable. Certains disent qu'elle a des ailes. Elle a réussi à relever tant de défis impossibles et à apporter tant de soleil dans nos vies à ma mère et à moi. Pour elle, tout est possible. Nous la suivons sur ce chemin. Mon père, c'est l'énigme de ma vie. Petite, je le détestais. Quand Ferrare, il venait nous chercher après l'école, je préférais fuir en courant que de rester avec lui. Car pour nous, il était synonyme de longues plaintes dépressives au téléphone, de pleurs, de vols, de coups de poing désespérés sur la table. Au début, il ne venait chercher que ma sœur. 2, c'était trop. Puis, plus tard, quand il disait qu'il viendrait nous chercher toutes les deux, demain à telle heure, nous nous préparions, ma sœur et moi, fatalistes, mais aussi rassurés de l'intéresser, mais il ne se représentait pas à l'heure dite. Sans coup de fil ni excuse. D'ailleurs, plus tard, j'ai toujours gardé l'impression vague que si mon père ne m'accordait aucun temps, c'est parce que je n'avais sûrement pas de place dans ce monde. D'où ce terrible manque de confiance en moi, d'où ces angoisses. À cause de lui, ma mère a beaucoup souffert pour nous élever. C'était un homme complètement irresponsable, et à cause de cela, il est descendu très bas dans l'échelle sociale. Il était devenu un homme de nulle part. J'ai toujours eu très peur de devenir comme lui. Sur la fin, j'ai un peu appris à le connaître dans sa maison de retraite. C'était un homme à la fois pudique et fantasque. J'ai fini par m'attacher à lui quand même. Sandra, pourquoi autant de films introspectifs ? Je suis en analyse depuis des années et c'est vrai que j'ai l'habitude de m'interroger sur un peu tout, sur les gens, sur les situations, sur les comportements, ce qui fait que je m'analyse beaucoup et j'analyse beaucoup. Donc évidemment après à l'image ça se sent et c'est vrai que je fais des films introspectifs parce que j'essaie de me chercher, j'essaie de me trouver, j'essaie de m'analyser, j'essaie de me comprendre en faisant les films. Et fais-tu d'autres styles de films que des films introspectifs ? Au début moi je faisais des films tout à fait normaux. J'ai commencé par des clips, après c'était des documentaires, un sur le cimetière de Montmartre, un portrait sur ma tante. Donc ça n'avait rien à voir. Je suis venue au film introspectif parce que comme je vous ai expliqué, ça c'est venu comme ça naturellement à cause de ma psychothérapie sans doute. Et voilà. Et donc là, je me prépare après ce film-là à faire vraiment d'autres films qui n'auront rien à voir du tout avec ce que je fais, des interviews et des documentaires beaucoup plus classiques. Est-ce qu'en filmant ton propre parcours, tu arrives à prendre du recul, de la distance sur ta vie ? Oui, tout à fait, parce que ça fait quand même 5-6 ans que je fais des films, et donc il y en a beaucoup qui se sont accumulés, et quand je revois les films que j'ai faits, par exemple, il y a 5-6 ans, quand, par exemple, je pars en vacances et que je suis très désarçonnée parce qu'il n'y a pas d'échange avec les garçons de l'autre côté, ou alors quand je vois ma sœur partir en Israël, je fais un film extrêmement dramatique, larmoyant, en disant oh là c'est terrible, elle est partie, ma vie s'arrête là. Puis avec les années qui passent, maintenant quand je revois ces films, je rigole. Je rigole parce que j'ai évolué, j'ai pris en maturité comme plein d'autres gens, et je revois ces films et je revois des choses qui me semblaient être des catastrophes,
qui sont des choses de la vie. Il faut accepter les choses parfois dans la vie. Donc c'est vrai que oui, ça me permet d'avoir un sacré recul sur ce que je vis. Sandra, tu as filmé ta mère. Oui. Est-ce que cela ne s'expliquerait-il pas par une relation un petit peu fusionnelle que tu aurais avec elle? Oui, j'ai filmé ma mère parce que c'est vrai qu'on a une relation fusionnelle et parce que j'ai envie, je la filme parce que j'ai envie que les gens la connaissent un tout petit peu et qui l'apprécient comme moi, quoi, voilà. C'est pour ça que j'aime la filmer, d'ailleurs j'ai fait un film où je l'interroge sur sa vie. Je trouve que c'est quelqu'un de généreux, de très gentil, d'intéressant, et je me suis dit je vais la filmer. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un sujet intéressant. Quand j'étais une jeune ado au collège, je n'étais pas une bonne élève. Je ne voulais pas encore travailler. J'aimais le français, les cours de musique, la danse, mais dans les autres matières, je ne foutais rien. Pourtant, j'étais assez populaire. On m'aimait bien car je faisais rire mes camarades. Et puis les choses se sont précisées au premier cours de théâtre en 6e. J'aimais jouer, j'aimais mettre en scène des sketchs. Je n'avais pas peur. Puis vint le cours de vidéo en 4e, avec un prof exceptionnel. Didier voulait avant tout nous apprendre à penser par nous-mêmes, à développer un sens critique sur les films et les arts. Moi, on me donnait la parole et j'étais contente. D'autant plus que dans les autres matières, j'étais une élève médiocre. Mais là, j'avais enfin trouvé un domaine où j'étais une bonne élève. Là, on me respectait, on m'écoutait, on me faisait confiance. Et j'ai finalement réussi à développer ce fameux instrument qu'est l'analyse. J'étais tellement heureuse d'être le chef sur mon tournage. Pouvoir dire non, oui, action, on recommence, voilà pourquoi. Recréer en vrai ce que j'avais dans la tête. Voir naître les répliques dans la bouche des acteurs et dire au caméraman « Non, on cadre comme ça », dire au monteur « Coupe ici et démarre là ». J'adorais cela et je me sentais enfin à ma place. J'ai compris aussi pour la première fois que mes films avaient peut-être une valeur et que j'arrivais avec peu de moyens à faire quelque chose qui intéresse et qui tient debout. Et aujourd'hui, je peux dire « Merci le cinéma ». En 1996, j'avais 20 ans. J'étais étudiante en cinéma à l'université de Paris 8 et je prenais des cours avec un prof pas vraiment comme les autres. Je tombais follement, c'est le mot, amoureuse de lui écrivais une déclaration d'amour, faisais les 400 coups et me retrouvais à Sainte-Anne. Puis, je passais 4 très longs mois enfermée dans un hôpital psychiatrique. J'ai mis 3 mois à redescendre sur Terre. On ne trouvait pas le médicament approprié. Jamais je n'oublierai le sentiment d'enfermement, l'ennui à périr et les pénibles souffrances psychiques. On m'a même dit que je revenais de loin. Bref, ce prof m'a rendue folle d'amour. Même ma famille n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Chez les Juifs, la dépression est tabou. On n'en parle pas, c'est la honte. Aujourd'hui, ma vie est coupée en deux. Il y a eu un avant et un après 96. Je n'oublierai jamais les visites de ma mère et de ma sœur, qui se terminaient toujours par la séparation derrière la grille de l'hôpital. Je ne pouvais pas partir avec elles. J'étais enfermée. Parfois, je n'arrive pas à croire que j'ai connu tout cela. C'est tellement énorme, tellement grave. C'est une période où j'ai tellement souffert qu'aujourd'hui j'ai décidé de me reposer. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à m'en remettre complètement. Dans la boîte de Pandore, mes médicaments, secrets. Avec la maladie, je suis devenue absente, lunaire. J'ai parfois du mal à me concentrer, à être là. Je me sens parfois tellement fragile que je préfère ne pas répondre aux agressions comme les vols ou les insultes. Bien qu'aujourd'hui cela se soit calmé, j'ai longtemps appréhendé de sortir de chez moi. Le monde me paraît tellement agressif. Il s'y passe tellement de choses horribles, sans pitié. Et puis c'est vrai, parfois le regard de l'autre prend trop d'importance. Le moindre regard de travers et je mets des jours à m'en remettre. Je ne comprends pas la méchanceté, la moquerie, la bêtise.
Il y a tellement d'amour et de tendresse chez moi que je ne comprends pas les actes, les paroles mal intentionnées. Une fois, ma mère m'a dit que j'aurais dû davantage me battre dans la vie. C'est vrai que j'aurais pu me battre au travail, souffrir, endurer comme tout le monde, mais je crois que cela m'aurait détruite. Et puis je ne souhaite à personne les angoisses, les déprimes, les peurs qui me secouent. Des portes fermées, des grilles levées, entre moi et ma liberté. On souffrait trop, pas de repos, des insomnies. Le vent soufflait, je le suivais. De quel côté dois-je me tourner ? Après la maladie, je me suis fragilisée. Il était inconcevable de penser que j'allais faire des films de manière professionnelle. Il faut être très costaud pour évoluer dans un milieu comme le cinéma. Alors j'ai décidé de trouver une solution de rechange. Faire des petits films documentaires avec peu de moyens où je me raconte. Aujourd'hui, ces films sont ma raison de vivre. Ils sont pour moi comme les enfants que je n'ai pas eus. Sans activité professionnelle, ils sont devenus un but dans ma vie. Et alors vous pensez que vous réalisez des films et les montrer, c'est quelque chose de thérapeutique ? Oui, je pense que c'est thérapeutique, ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet de m'exprimer, de communiquer. C'est important. Oui. C'est comme si je me soignais. Comme un soin. Le soin, c'est dans le faire et dans le montrer. Qu'est-ce qui a plus d'importance ? Les deux ont de l'importance. C'est-à-dire que quand j'écris ma voix off, je me confie beaucoup et je suis souvent dans un état mélancolique. Donc écrire, c'est comme ça me console. C'est comme une espèce, c'est comme si on me consolait. Et quand je les mets en image, après, voilà, ça m'aide, quoi, ça m'aide, parce que je fais quelque chose, je crée quelque chose, je construis quelque chose à partir de rien, et à la fin, il y a quelque chose, et ça, c'est formidable, en plus de les montrer aux gens et d'avoir des retours, ça aussi, c'est important. Merci. Sandra, la création artistique, et en l'occurrence la réalisation de films, sont-elles pour toi un refuge ou une fuite ? C'est vrai que réaliser des films, c'est un refuge, c'est aussi une fuite, parce que quand je vais pas bien, il me reste, quand tout va mal, quand il n'y a rien qui marche, il reste l'image, il reste la caméra. Et heureusement qu'il me reste la caméra, parce que je peux faire des films, je peux filmer, je peux m'oublier, je peux entrer dans mon univers, je peux m'exprimer, et ça m'aide beaucoup. Mais c'est vrai aussi que souvent les gens s'étonnent parce qu'ils me disent vous faites tout toute seule, vous n'êtes pas avec une équipe, vous n'avez pas de caméraman, vous faites tout toute seule, et comment ça, vous trouvez, c'est trop, vous avez une énergie énorme, mais il faudrait collaborer, il faudrait aller vers les autres. Et c'est vrai que bon, c'est un refuge, mais un refuge qui m'isole aussi. Quand vous avez découvert la vidéo, vous avez commencé à filmer et à tourner toute seule, ou c'était en équipe déjà ? Ah non, c'était en équipe. Et pourquoi l'amour du cinéma à ce point-là ? Parce que je garde un souvenir tellement merveilleux de 2 tournages qu'on a fait d'une année à une autre. Enfin, il y avait 2 tournages, un premier, puis il y en a eu un deuxième l'année d'après. Et c'était en équipe. C'était entouré d'un caméraman, d'un preneur de son, d'un monteur, de comédiens. Il y avait les éclairages à mettre, il y avait la mise en scène à faire. On était tous soudés pour réaliser quelque chose qu'on avait eu dans la tête, et on voyait que les choses se matérialisaient devant nous. Et c'était merveilleux, et ce souvenir ne me quittera jamais. Et c'est pour ça aussi que je fais des films, et que mon but ultime dans le cinéma pour moi, c'est de faire de la fiction. J'en ferai peut-être à 60 ans, si ça arrive un jour, mais c'est un but que je me suis fixé, la fiction, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Mon grand souhait pour l'avenir, c'est de me caser et surtout de percer dans le cinéma. Aller dans les festivals, présenter mes films, rencontrer le public, discuter, débattre. Avant, c'était mes 2 rêves. Mais aujourd'hui, certaines choses ont changé. Ma sœur s'est mariée et a eu un bébé. J'étais là pendant la grossesse, après l'accouchement et pendant la circoncision du petit. Quel torrent d'amour! Le bonheur se cacherait-il dans l'amour d'un époux et d'un petit bébé? Serait-ce aussi simple? Quel bonheur d'être aimé exclusivement par un enfant, d'être le principal référent dans ses débuts dans la vie. Qu'il vous cherche des yeux, qu'il vous sourit, qu'il vous aime, qu'il vous embrasse. Quand petit bébé est arrivé, on l'a posé sur le ventre de ma sœur. J'ai trouvé cela tellement prodigieux, miraculeux, fantastique. Quel est ce pouvoir extraordinaire que possède la femme? Serait-ce le moment de croire en Dieu? Mon futur bonheur serait-il là? En conclusion, je voulais vous dire que la vie aussi peut être belle. Pierre Mercier. Daniel Simonet. Philippe Lagneau. Olivier de Crombec. François Verja. Fabrice Pell. Nathalie Usan. Tatiana Canto. Sandra Sarfati.